Dans cette vidéo, je vous propose de revivre la Révolution française en respectant les échelles temporelles. Chaque année va durer exactement 40 secondes. Ce premier épisode démarre en 1788 et se termine en 1802. Avant de déclencher le chrono, je vous propose quand même de faire le point sur la situation en 1788. À cette époque, la France possède déjà à peu près ses frontières modernes, hormis Nice et la Savoie, qui appartiennent au royaume de Sardaigne, ainsi qu'Avignon et le comtat venessin, qui appartiennent au pape. La foi en la monarchie absolue s'est déjà beaucoup effritée depuis Louis XIV. Parmi les événements déclencheurs, il y a eu d'abord les révolutions anglaises au XVIIe siècle, qui ont montré la viabilité d'un régime parlementaire. Ça a beaucoup encouragé l'essor des Lumières au siècle suivant, qui ont encore renforcé l'aspiration à plus de démocratie. Puis il y a eu la guerre de 7 ans, une guerre quasi mondiale qui s'est avérée dramatique pour la France. Plus de 100 000 morts et la perte du premier empire colonial. Depuis cette année 1763 fatidique, l'État se retrouve en déficit permanent et le roi se déplace en rasant les murs. L'indépendance des États-Unis d'Amérique en 1776 n'a rien arrangé. Pour les monarchies, ça sent le roussi. Et voilà qu'on se retrouve en 1788. On va maintenant pouvoir déclencher le chrono. Attention, c'est parti. Il se trouve que cette année-là, les récoltes sont particulièrement mauvaises, ce qui met tout le monde à cran. Face à la misère du peuple, l'État se retrouve contraint d'aller chercher des sous auprès de la noblesse et du clergé, qui étaient jusqu'alors exemptés. Or, le Parlement est attaché à ses privilèges. Il freine des 4 fers pour une mesure aussi exceptionnelle. Le 8 août 1788, Louis XVI se résout à annoncer la convocation des États généraux, qui doivent pouvoir contourner les blocages du Parlement. Une première depuis 175 ans. L'Assemblée est ouverte à Versailles le 5 mai 1789. Le problème, c'est que le mode de scrutin proposé est à 3 voix, noblesse, clergé et tiers-état, ce qui garantit l'échec systématique du tiers-état. Sous l'impulsion de Sieyès et de Mirabeau, certains députés de la noblesse et du clergé décident de rallier ceux du tiers-état au sein d'une nouvelle assemblée, l'Assemblée constituante, qui se fixe comme objectif de rédiger une constitution pour le royaume. Affolé de voir la situation lui échapper, Louis XVI appelle des régiments étrangers. Ça met le feu aux poudres. Le 14 juillet, la foule survoltée s'empare des réserves de poudre de la Bastille. Complètement dépassé, Louis XVI doit accepter les textes rédigés par l'Assemblée, dont le préambule est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est fait, on vient de tourner la page de l'Ancien Régime. Les privilèges de la noblesse ont été abolis, la dîme qui était destinée au clergé est supprimée, et les biens de l'Église devenus propriété nationale sont vendus pour renflouer les caisses de l'État. Le découpage administratif est complètement remanié avec la création des départements et des communes. Ça nécessite d'élire de nouveaux représentants. Tout le monde peut être électeur et élu, sauf les femmes et les enfants, et ceux qui ne peuvent pas payer l'impôt. Il faut aussi souligner qu'à cette époque, la liberté de la presse est totale. Pendant ce temps-là, Louis XVI dit oui oui devant, mais non non par derrière. Il place tous ses espoirs dans les monarchies voisines qui commencent à grincer des dents. Il y a là-bas toute une flopée de nobles français exilés qui forment autant d'officiers militaires. Le 21 juin 1791, Louis XVI tente de les rejoindre en douce. Patatras, il se fait prendre en flagrant délit de fuite à Varennes et sa tentative de trahison radicalise la population. Une constitution est rédigée. Le roi conserve le pouvoir exécutif, mais le législatif est confié à une nouvelle Assemblée nationale, ce qui donne lieu aux premières élections nationales en France. Avignon et le comtat venessin sont annexés dans la foulée. La France se sent pousser des ailes. Le 20 avril 1792, elle déclare la guerre à l'Autriche du Saint-Empire, jugée trop menaçante en tant que bastion de la noblesse exilée. Privée de ses officiers, la France se trouve très vite en difficulté, d'autant que la Prusse rejoint l'Autriche. À Paris, une insurrection éclate le 10 août, dirigée à la fois contre l'Assemblée et contre le roi. Elle institue une nouvelle assemblée toute puissante, la Convention nationale, qui marque ainsi la naissance de la Première République. La politique musclée incarnée par Danton permet d'arrêter la progression ennemie à la bataille de Valmy. La France survoltée reprend alors l'offensive. Elle s'attaque au royaume de Sardaigne et annexe Nice et la Savoie. Puis, elle envahit la Belgique suite à la victoire de Jemmapes.
Le triomphe des révolutionnaires les plus radicaux est total. Dans la foulée, Louis XVI est guillotiné le 21 janvier 1793, ce qui braque les autres pays qui deviennent hostiles. En retour, la Convention nationale déclare la guerre à peu près tout le monde. Dépassée, elle repère très vite la Belgique. Ce colossal effort de guerre accentue encore les révoltes intérieures. Un peu partout fleurit la nostalgie de la monarchie constitutionnelle. L'insurrection la plus grave se produit en Vendée, et sa répression fait entre 100 et 200 000 morts. Un pur carnage. Même au sein de la Convention, c'est un jeu de massacre. Les Girondins modérés sont expulsés par les montagnards extrémistes de Robespierre, qui s'imposent à la tête de l'Assemblée. Il y a du boulot parce que l'ennemi extérieur a progressé sur tous les fronts. Heureusement, la Prusse préfère se concentrer sur la Pologne, ce qui aide la France à reprendre l'ascendant. En particulier, la victoire de Fleurus lui permet de récupérer la Belgique. Même si la guerre se poursuit, tous les signaux sont en train de repasser au vert. Pourtant, Robespierre s'enfonce dans sa politique de terreur, épaulé par son organe exécutif, le Comité de salut public. Les députés exaspérés finissent par se soulever contre ce meneur tyrannique qui finit guillotiné. Les Girondins sont rappelés à l'Assemblée, ce qui met fin à la terreur. La France peut maintenant se reconcentrer sur les conflits extérieurs. En janvier 1795, elle envahit les Provinces-Unies et institue à la place la République batave, qui se retrouve en pratique sous la tutelle française. C'est la première des républiques sœurs. La paix avec la Prusse est signée peu après. Pour éviter toute nouvelle dérive dictatoriale, l'Assemblée vote une nouvelle constitution le 17 juillet, qui divise le pouvoir législatif en 2 chambres et place le pouvoir exécutif dans les mains de 5 directeurs. C'est le début du directoire, qui va s'avérer très difficile à manier. Sa première mission est d'éviter la faillite qui menace le pays. Il faut dire que la guerre totale s'est faite aux dépens de la productivité agricole et des échanges commerciaux. L'État parvient à récupérer les sous auprès des contribuables, mais ça ne le rend pas très populaire. Par ailleurs, l'année 1796 est surtout marquée par la poursuite de la guerre contre l'Autriche, qui demeure le principal adversaire. Les troupes piétinent sur le front du Nord, mais bizarrement, elles réussissent des percées fulgurantes sur le front du Sud, sous l'impulsion d'un général, Napoléon Bonaparte. Il commence par écraser le royaume de Sardaigne, avant de progresser dans la plaine du Pô en multipliant les victoires. La bataille de Rivoli en janvier 1797 est décisive et pousse l'Autriche à signer la paix. La France institue 2 républiques sœurs dans le nord de l'Italie, tandis que l'Autriche récupère Venise et toutes ses possessions, sauf les îles Ioniennes qui reviennent à la France. Libérée de ce côté, la France peut ensuite envahir les cantons suisses pour y instaurer une nouvelle république sous tutelle. Seule la Grande-Bretagne reste en guerre. Maîtresse d'un vaste empire maritime, elle instaure un blocus sévère à la France. Napoléon Bonaparte convainc les directeurs d'attaquer l'Égypte ottomane, qui est un nœud commercial essentiel pour les Britanniques. La campagne d'Égypte est lancée en mai 1798. Bonaparte s'empare de Malte au passage, puis débarque en Égypte et remporte la bataille des Pyramides qui lui permet de soumettre tout le pays. Mais peu après, les Britanniques coulent la flotte française à Aboukir, empêchant l'arrivée de tout renfort. Les Français s'épuisent rapidement dans leur guerre contre l'Empire ottoman, aggravée par une épidémie de peste. Et dans le même temps, une nouvelle coalition s'est formée en Europe contre la France jugée trop agressive. Les Français remportent de premiers succès en Italie, mais la situation s'inverse rapidement. Pendant ce temps-là, la Russie s'empare des îles Ioniennes avec l'aide des Ottomans. Presque toute l'Italie est perdue, et même la Belgique est menacée, ce qui précipite le retour de Bonaparte dans la métropole. Il profite de l'incurie du Directoire pour s'emparer du pouvoir par un coup d'État le 9 novembre 1799, qui correspond au 18 Brumaire. Il promulgue une nouvelle constitution qui place la majeure partie des pouvoirs entre les mains du premier consul, c'est-à-dire entre ses mains. Il n'y a plus de stricte séparation entre l'exécutif et le législatif, puisque le premier consul nomme une partie des sénateurs. C'est le début du consulat. Puis Bonaparte repart au front, notamment en Italie contre les Autrichiens. Tandis que ses généraux reprennent l'avantage en Allemagne, Napoléon remporte la bataille décisive de Marengo le 14 juin 1800.
Ces victoires permettent aux troupes françaises de s'approcher dangereusement de Vienne, ce qui pousse l'Autriche à signer l'armistice. Une nouvelle république sœur est instituée dans le Piémont aux dépens du royaume de Sardaigne, qui ne conserve plus que son île. Par ailleurs, le duché de Toscane est transformé en un royaume sous tutelle française. Pendant ce temps-là, les troupes françaises d'Égypte, livrées à elles-mêmes, commencent à perdre leur contrôle sur le pays. Face aux offensives ottomanes et britanniques, les troupes d'Égypte finissent par capituler le 31 août 1801. Cela dit, les apports scientifiques de cette expédition d'Égypte auront été considérables et joueront un grand rôle dans la redécouverte de la civilisation des pharaons. Pour reconstituer l'empire colonial français, Napoléon Bonaparte doit se rabattre sur l'Amérique. Son allié espagnol, devenu trop faible pour contrôler son propre empire, accepte de lui rendre la Louisiane perdue lors de la guerre de 7 ans. Il faut dire que tout le monde se moque éperdument de ce territoire immense qui n'est presque pas colonisé. En mars 1802, la paix est enfin signée avec le Royaume-Uni et le Piémont est annexé dans la foulée. La France est en paix pour la première fois depuis 10 ans. Le prestige de Napoléon Bonaparte lui permet de se faire désigner consul à vie en 1802, ce qui éloigne encore plus le régime des principes républicains. Le pouvoir législatif lui est entièrement soumis, la presse est étroitement contrôlée et les opposants sont traqués par une police et une justice expéditive. Tout est déjà en place pour basculer dans le régime impérial. Notre histoire chronométrée se poursuit dans le prochain épisode. Ça sera l'occasion pour nous de retracer la fabuleuse destinée du premier empire français jusqu'en 1815.